Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le nouveau joker de Paul Biya peut-il faire échec au mouvement sécessionniste dans les régions anglophones? Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, visse la sécurité intérieure et prêche l'évangile de la paix sur les braises ardentes d'une crise où se multiplient des exactions contre les populations. Analyse et décryptage à suivre en ouverture de ce journal. Un cartel de drogue démantelé dans le 5e arrondissement de Douala après de multiples plaintes des populations. Un présumé gang de resellers a été arrêté en possession d'un important stock de stupéfiants. Les mises en cause ni les faits, vous les écouterez dans ce journal. Ce jeudi saint, la communauté chrétienne qui commémore l'institution de l'Eucharistie, le lavement des pieds, l'un des symboles du jeudi saint, mais aussi du début du Triduum pascal. Vous verrez dans ce journal comment des chrétiens célèbrent la passion du Christ à l'approche de la fête de la Pâque. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Des exactions se multiplient dans le chaudron de la crise anglophone, malgré l'instauration d'un couvre-feu et l'interdiction de circulation des mototaxis dans plusieurs départements des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Plusieurs incursions ont été signalées dans certaines localités. Des collèges ont été même attaqués. La réaction énergique des forces de sécurité a permis de ramener une accalmie fragile. C'est dans ce contexte que le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, félicite la stabilité qui, selon lui, est de retour dans les deux régions anglophones, ce que contestent des acteurs de la société civile qui sont engagés sur le théâtre de la crise anglophone. Des précisions avec Eric Martial Diomo. Des morts, des blessés graves et des tentatives d'enlèvement dans plusieurs localités de la région du sud-ouest, alors que le ministre de l'administration territoriale s'y trouvait. La descente de Paul Atangadi semble donc loin d'avoir apporté une solution à la barbarie sur le terrain. C'était peut-être une descente de courtoisie pour aller se représenter à la population que bon, voici, vous criez depuis un bon moment qu'il n'y a pas un ministre de l'administration territoriale, il n'y a pas un anglophone qui occupe les postes de souveraineté. Donc voici moi, je suis maintenant nommé, donc calmez-vous. L'on note que le ministre a soigneusement évité les grands foyers de tension où sévissent les sécessionnistes. Si dans le nord-ouest, il s'était rendu dans l'épicentre des exactions qui est à Batibo, dans le sud-ouest, le Minat ne s'est rendu ni à Ikiliwindi, ni à Kembong, à Kwakwa, encore moins à Bole-Bakundu, Lewa ou Bokoso, des localités secouées ces derniers jours par les attaques des activistes de la sécession. Une situation qui jette du discrédit sur cette descente de Paul Atangadi dans le sud-ouest, même si à Bouya, il a rencontré les chefs traditionnels de la région et à Kumba, les conducteurs de mototaxis. À tout ce beau monde, il a prêché la paix et les vertus du vivre ensemble et aussi la nécessité d'un dialogue inclusif avec non pas les radicaux, mais les modérés. Une option que semblent ne pas partager certains acteurs de la société civile. On ne peut pas avoir dialogue sans au moins écouter les radicaux. On n'est pas obligé de céder à les pressions. On doit faire quand même semblant de les écouter parce que les modérés ont perdu leur voix, ils ne sont plus écoutés, c'est la vérité. C'est les radicaux qui gèrent la situation actuelle et c'est déplorable. Le message semble donc loin d'être passé. La violence, les menaces de kidnapping ayant fait leur nid sur le terrain avec leur lot de conséquences. Vous l'avez vu dans ce journal, une accalmie fragile observée dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Ce tour de vis sur la sécurité intérieure et les messages de paix du ministre de l'administration territoriale peuvent-ils calmer les tensions sur le théâtre de la crise anglophone?
Des politologues se prononcent sur la méthode à Tangadji dans ce reportage de Élisée Bogba et Guy Zogo. Véritable vedette du gouvernement depuis sa promotion au poste de ministre de l'administration territoriale le 2 mars dernier, Paul Atangandji démultiplie les efforts. Déjà sa méthode est questionnée. À cette occasion, ses atouts dont sa connaissance du terrain sont mis en avant. C'est quelqu'un qui contrôle un peu la sécurité. Et puis, il faut quand même contrôler ces milices qui se sont mélangées à certains moto-taximans et qui créent la zizanie. Je pense que cette méthode est très efficace pour renforcer, consolider le renseignement. C'est aussi, ajoutons, un homme d'expérience et d'engagement, deux qualités qui lui sont utiles. Ce qui conduit à la réponse qu'il entend donner à la situation sur le terrain. Il a ses relais d'information parce que c'est d'abord un anglophone. Et il peut avoir donc des brigades d'information qui donnent les informations de manière informelle et permettre aux forces de sécurité de mieux cadrer les villes. Une démarche, explique-t-on, que forcément Paul Biya agrée. Quand on voit sa méthode, sa fierté même, sa passion à vouloir bien faire, son courage d'aller sur le terrain, je pense que pour le moment, sans être avec le chef de l'État, je pense que le chef de l'État doit être fier de ce qu'il est en train de faire. Il reste néanmoins, souligne-t-on enfin, que c'est la période de grâce pour Atangandji. Il bénéficie d'une période de grâce, parce que quand vous êtes nommé, il y a une période d'effervescence, de grâce. Et aussi, c'est un homme de terrain. C'est un militant convaincu du RDPC, dont on dit qu'il a marché entre son village et Yaoundé. C'est donc sur la durée que le MINAT devra faire ses preuves. Interpellé il y a plus d'un an dans le cadre de la crise anglophone et jugé devant le tribunal militaire à Yaoundé, Mancho, BBC et d'autres co-accusés seront fixés sur leur sort le 13 avril prochain. C'est ce qui ressort de l'audience tenue ce jeudi au tribunal militaire à Yaoundé. L'affaire a été ajournée pour délibération à la demande du ministère public. Et sur les derniers développements de la crise anglophone, nous en parlons tout de suite avec un expert des questions de paix et de sécurité. C'est un chercheur qui a travaillé sur des rapports internationaux sur le terrorisme en Afrique subsaharienne, les violences politiques et le trafic des êtres humains. Joseph Leyangoula, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Cédric Félix. Vous avez suivi ces deux derniers développements sur la crise anglophone avec la visite de travail du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, une visite qui intervient au moment où des exactions se multiplient dans certaines localités des régions du nord-ouest et du sud-ouest, avec des écoles qui sont désormais prises pour cible par des groupes armés. Qu'est-ce qui explique déjà le choix de ces nouvelles cibles sur le théâtre de la crise anglophone? Déjà, on évolue inéluctablement vers l'escalade dans la région anglophone. Les troupes en présence ou les forces en présence, les forces séparatistes se radicalisent dans leur mode d'action. Ils mutent même d'ailleurs ce modus operandi. Au départ, ils s'en prenaient particulièrement aux cibles militaires. Désormais, les objectifs civils entrent notamment dans leur collimateur. On a vu des élèves qui ont essayé d'être enlevés. Si c'était notamment l'intervention des forces de l'ordre, il y aurait pu avoir notamment des rapts qui auraient été notamment après, ces éléments auraient exigé notamment des rançons pour libérer ces otages. On a vu l'enlèvement des étrangers, notamment des Tunisiens, avec notamment la mort d'un Tunisien. Il y a autant d'éléments qui montrent que la crise connaît une nouvelle escalade et que la situation est loin d'être résolue, que l'apaisement est aussi Comment loin. comprendre justement les mutations dans les stratégies de ces groupes armés qui choisissent désormais des cibles civiles, alors que jusqu'ici c'était les forces de sécurité et les autorités administratives? Quel est l'enjeu derrière cette mutation? L'action des forces séparatistes dans les régions anglophones vise notamment à fragiliser les piliers de l'État, et cela passe notamment dans un premier temps par la paralysie de l'action de l'État dans la région, de manière à le contraindre à abandonner ses missions régaliennes, que ce soit la justice, l'école. Il faut empêcher que ces services ne fonctionnent. Je reviens d'ailleurs d'un département, notamment je reviens de la ville de Manfé. J'ai pu sillonner par exemple le village de Kembon, où on a vu des écoles, des dispensaires, des services publics abandonnés par les populations et par les agents de l'État. C'est essentiellement ce que recherchent les terroristes, paralyser l'action de l'État. Et deuxièmement, il faut tout naturellement opérer ce que j'appelle un démembrement institutionnel de l'État, en s'attaquant au symbole de l'État et en évinçant de la région tout ce qui incarne l'autorité de l'État. C'est par exemple l'attaque et l'enlèvement du secrétaire général
à la commune, ou encore l'enlèvement notamment du sergent-chef qu'on a pu observer notamment dans certaines régions du Sud-Ouest. On peut également citer des attaques mortelles portées contre le délégué des affaires du cadastre et des affaires foncières. Il y a autant de cibles qui sont prises et qui visent notamment à fragiliser la présence de l'État et à démanteler notamment tout ce qui peut comporter, tout ce qui peut incarner en tout cas l'autorité de l'État dans la région. Et parallèlement, les terroristes aujourd'hui ont une armée qu'il faut alimenter. Donc il faut identifier des poches de financement, il faut trouver des ressources, et c'est ce qui justifie notamment les enlèvements et la demande de rançon qui pourraient permettre de générer des ressources pour financer l'effort de guerre et soutenir notamment les soldats qui aujourd'hui sont impliqués dans les groupes, dans les milices armées qui opèrent dans la région. Il faut le rappeler. Différents groupes armés qui opèrent dans ces régions, cette recherche des financements est-il une preuve qu'il n'y a pas des personnes derrière qui soutiennent ces mouvements insurrectionnels, ces mouvements séparatistes? Il y a eu au départ des personnes, il y a eu au départ les levées de fonds au niveau international qui a permis de soutenir les premières actions de ces groupes. Seulement avec la répression des forces de défense camerounaises, il y a effectivement des mécanismes qui sont activés pour bloquer les circuits financiers illicites qui pourraient alimenter la guerre dans la région. Donc il faut trouver des poches parallèles, il faut trouver des alternatives en matière de financement, et les rapts notamment peuvent servir de poche de financement efficace. Ils ont certainement vu l'exemple des autres forces séparatistes qui opèrent par exemple depuis le Nigeria. L'exemple de Boko Haram en donne la preuve, parce que les rapts ont été par exemple les principaux leviers de financement de Boko Haram, et donc c'est un modus operandi très classique pour les mouvements séparatistes, et ça tombe à point nommé pour les groupes, les forces séparatistes qui opèrent dans la région. Rappelons qu'il existe aujourd'hui 5 milices ou groupes rebelles qui opèrent dans la région. On parle de l'Ambazonia Defense Force qui est la plus active, mais il y a également la Southern Cameroon Defense Force, il y a l'armée de restauration de l'Ambazonie, et puis il y a à peu près 5 à 6 groupes d'autodéfense qui également se sont constitués. Est-ce que ces milices ont une idéologie à défendre à travers la sécession, ou ce sont des groupes armés qui profitent de ce climat d'insécurité pour faire du business derrière ces prises d'otages, derrière la peur et le terrorisme? La sécession ou le sécessionnisme, c'est leur idéologie, c'est démembrer l'État du Cameroun, c'est mener des actions, des offensives armées, notamment pour fragiliser les positions de l'armée camerounaise dans la région. Seulement ici, il y a effectivement une riposte organisée des pouvoirs publics qui malheureusement provoque également des victimes collatérales, et les forces séparatistes capitalisent sur les frustrations, capitalisent sur les douleurs et le sentiment de revanche des populations pour continuer de recruter et alimenter la guerre qui sévit aujourd'hui dans les régions anglophones du pays. Précisons que le ministre de l'administration territoriale estime que la situation se stabilise dans les deux régions. Paul Atangandi a prescrit des mesures, notamment l'interdiction de circulation des motos-taxis. Il a renforcé le renseignement prévisionnel. Il a également demandé au gouverneur d'instaurer les couvre-feux, de les prolonger. Que pensez-vous de ces mesures prises sur le théâtre de la crise anglophone? Le gouvernement du Cameroun n'a jusqu'ici pas tiré les leçons de la gestion maladroite de la crise, notamment de l'extrême nord, la crise de Boko Haram. Ils ont pu, devant la menace de plus en plus récurrente de Boko Haram, interdire les mototaxis, ce qui a contribué notamment à fesser l'économie d'une région où la plupart des personnes qui travaillent dans le secteur informel vivent de cette activité, et donc n'auront d'autre choix que de s'enrôler dans des groupes qui leur offrent bien entendu des rétributions, qui leur offrent un statut social, etc. Donc il faut effectivement éviter ce genre d'erreur dans la réponse. Il faut éviter également le tout sécurité dans lequel le gouvernement est en train de s'enfoncer et qui ne contribue qu'à radicaliser la situation. Il faut naturellement que les forces de sécurité camerounaises s'entourent d'un maximum de précautions. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que la guerre contre l'insurrection, en tout cas l'enjeu principal d'une guerre contre-insurrectionnelle, c'est notamment la légitimité. Il faut que les autorités ou les forces de défense et de sécurité gagnent en légitimité. Les principaux enjeux qu'ils doivent poursuivre, c'est un enjeu d'image, c'est un enjeu d'adhésion, c'est un enjeu d'influence. Ils doivent gagner l'adhésion de la population, notamment pour rendre opérationnel le renseignement populaire. Sinon, il y aura une population qui entretiendra effectivement une antipathie vis-à-vis de l'armée et qui rechignera à coopérer et donc soutiendra de façon tacite les groupes séparatistes qui sont bien entendu tapis dans la population. Il y a la question du dialogue qui est très attendu. La société civile qui ne cesse de le demander, la communauté internationale également qui a mis la pression sur le gouvernement durant plusieurs mois. Est-ce que c'est un axe qui pourrait permettre de décrisper les tensions dans ces deux régions?
C'est même en tout cas le point essentiel sur lequel aujourd'hui toute l'attention devait être focalisée. C'est le dialogue. Il faut rétablir le dialogue entre les différents protagonistes. Et lorsqu'on parle de dialogue, c'est un dialogue inclusif qui doit intégrer à la fois les acteurs modérés de la crise, mais qui doit aussi s'adresser, qui doit inclure notamment ceux qui aujourd'hui trouvent dans la violence un moyen d'expression. Parce qu'il y en a qui, dans la rhétorique séparatiste, ils font juste de la surenchère, notamment pour lever les demandes et obtenir après des concessions, notamment sur le fédéralisme, obtenir des concessions sur plus d'autonomie. C'est ce qu'il faut comprendre et donc engager un véritable dialogue avec ces acteurs, comprendre leurs griefs, comprendre leurs revendications. Parallèlement, il faut multiplier les actes d'apaisement. Par exemple, que font encore aujourd'hui plus de 500 personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone. Ils sont aujourd'hui plus de 500 qui croupissent notamment dans les prisons centrales de Yaoundé, de Boya, de Bamenda et qui malheureusement ne connaissent pas leur avenir, qui n'ont pas encore les procès ne cessent d'être renvoyés et donc qui aujourd'hui sont emprisonnés. Pourtant, ils pouvaient incarner des voix modérées qui pourraient s'adresser aux populations et apaiser les cœurs de ceux qui aujourd'hui sont radicalisés et tenter de rejoindre les groupes séparatistes. Qui est le fils de Aya Paul, qui s'est exprimé dans l'un des reportages diffusés en ouverture du journal, qui estime que la voix des modérés n'est plus entendue et que c'est celle des radicaux qui prend de l'ampleur sur le théâtre de la crise anglophone. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Tout à fait, je le partage parce que aujourd'hui, qui sont ceux qui sont au devant de la scène, notamment pour apaiser les tensions dans la région, c'est Paul Atangadi, qui, tout le monde, tous les Camerounais connaissent aujourd'hui la perception que les populations des régions anglophones se font de ce personnage aujourd'hui. Ils sont montés au créneau notamment pour dénoncer l'attitude que le ministre de l'administration territoriale avait affichée d'antan lorsqu'il a dit ouvertement dans les médias qu'il n'y avait pas de crise anglophone. C'est une prise d'opposition qui a durci notamment, ou qui a radicalisé les populations dans la région et qui se sont d'ailleurs pris notamment à son domicile, etc. Donc c'est lui aujourd'hui qui est au devant de la scène, c'est lui qui est envoyé pour dialoguer, pour apaiser la situation. Et c'est ce qui démontre par-dessus tout que le gouvernement n'a pas compris les ressorts de cette crise. Soit ils sont vraiment dans un pur cynisme où il faut davantage radicaliser, davantage encourager l'escalade, soit ils n'ont pas compris les ressorts de la crise et donc se trompent notamment sur les diagnostics et sur le profil des personnes qui devraient servir d'interlocuteurs entre le gouvernement et les protagonistes de cette crise. Que faut-il faire dans l'urgence pour sortir de cette crise? Nous sommes en pleine année électorale. On a suivi de nombreuses tensions qui ont émaillé le processus des sénatoriales dans certaines localités du sud-ouest. La situation pourrait être pire au fur et à mesure qu'on évolue en cette année électorale. Que faut-il faire, Joseph Leyangoula? Il faut un véritable dialogue avec tous les acteurs. Dialoguer avec les forces séparatistes, dialoguer avec ceux qui s'engluent dans la surenchère sécessionniste, dialoguer avec les acteurs modérés qui ont appelé au fédéralisme, mais aller même au Nigeria et dialoguer avec ces populations qui sont réfugiées dans les états de Cross River, dans les états de Benue, dans les états de Taraba, et qui aujourd'hui sont complètement perdus et n'ont pas le soutien des pouvoirs publics. Il faut les rencontrer pour apaiser ces esprits, ramener ces populations sur le territoire, leur envoyer le message que nous avons besoin d'eux. Ils font partie de la nation et ils doivent rester notamment sur le territoire camerounais. Parallèlement, il faut apaiser les cœurs, comme je l'ai dit. Il faut à la fois veiller à ce que l'action des forces de défense et de sécurité soit suffisamment contenue de manière à limiter les victimes collatérales pour qu'il n'y ait pas effectivement des sentiments de revanche qui naissent dans les cœurs des populations et pour que les troupes séparatistes n'apparaissent pas aux yeux des populations comme des forces de protection. Parce que si on continue avec ces dérives militaires, si on continue avec des bavures, on aura effectivement des forces séparatistes qui apparaîtront aux yeux des populations comme des unités de protection et donc gagneront en légitimité et gagneront effectivement en sympathie et ce qui ne contribuera qu'à engluer la situation et à l'enliser en tout cas. Merci Joseph Leyangoula. Je précise que vous êtes spécialiste des questions de paix et de sécurité en Afrique subsaharienne. Vous avez travaillé avec des organismes internationaux sur des rapports sur le terrorisme. Dans le reste de l'actualité, une découverte macabre a été effectuée lors des contrôles routiers en Banga, dans le département du Mungo. Le corps d'un enfant de 3 ans dissimulé dans un sac. La découverte a surpris les gendarmes. Ils ont tout de suite interpellé les concernés qui, pour se justifier, font savoir qu'ils partaient tout simplement procéder à l'enterrement de l'enfant. S'agit-il d'un trafic d'êtres humains? C'est l'enquête que signent Mathilde Akomazou et Julienne Berthe-Bissaï. Ce sac ne contient pas de bagages, mais la dépouille d'un bébé.
La découverte a été faite au cours d'un contrôle routier spécial coordonné par les éléments de la brigade territoriale de Mbanga. Les gens qui sont interpellés sont sortis en 3e position. Les deux n'avaient pas de tag. Ils m'ont approché, me disant qu'ils voulaient causer avec moi. Je n'ai pas pu me dire. J'ai vu l'homme en question, il tremblait. Je ne savais pas pourquoi il tremblait. Je lui ai demandé de me sortir son sac de voyage. Parce que je l'ai vu trembler. Quand je lui demande de faire sortir mon sac de voyage, il m'approche intimement et dit mais ça fait à distance. Pourquoi vous m'approchez? Il me dit chaque fois qu'on court. J'ai un corps dans la voiture. Je veux qu'on court. Je comprends à quoi. Le corps, il dit le corps, comment on fait, dans quelles conditions? Il me dit c'est un sac, c'est le corps de mon enfant. C'est comme ça que j'ai saisi le commandant de compagnie, le commandant de brigade. Le commandant de brigade, pour besoin d'enquête, a fait appel au procureur et un médecin. Sur la nationale numéro 5, usagers de la route et véhicules sont passés au peigne fin. La campagne, qui vise en réalité à lutter contre les cas de trafic de stupéfiants et d'excès de vitesse sur cet axe routier, a également permis de démasquer un faux agent de la marine. Je lui demande combien on appelle les militaires de la marine. Il dit que c'est le maréchal. Un soldat de la marine, on l'appelle comment? Un soldat de la marine, on l'appelle comment? Ce dispositif de gendarmes veille au grain pour mettre fin à toutes sortes de dérives sur les axes routiers. Un cartel de drogue démantelé dans le 5e arrondissement de Douala après des multiples plaintes des populations, des quartiers cités des Palmiers, Bédi et Ndogbong, mais également au niveau de l'hôpital général de Douala. Il s'agit d'un gang de présumés receleurs et bandits arrêtés en possession d'importants stocks de stupéfiants. La mise en cause ni les faits, les enquêtes se poursuivent. Des précisions avec Eukwa Claude et Auréole Tchoumi. Ils sont 8 jeunes, dont la moyenne d'âge varie entre 23 et 32 ans. Leur coin de repère, le pont Bao, non loin du marché de Bonamoussadi. Leur spécialité, la vente et la consommation du chanvre indien, du cannabis, du tramol et bien d'autres stupéfiants. Une activité devenue régulière et qu'ils mènent à cœur vaillant. Dans la nuit du mercredi 28 mars, ils sont tombés dans les mailles des éléments de la gendarmerie nationale de la compagnie de Douala 2, à Ndogbong. Mais tous clament leur innocence. Ce n'est pas pour moi. Celui qui avait ça, il est parti quand les policiers sont arrivés. Il est parti où? Il a fui parce qu'il a vu les policiers. Vous le connaissez, non? Moi, je ne le connais pas. Souvent comme ça, moi je sors du basket. Le basket n'est pas loin de là où ils sont. Actuellement, on m'a attrapé, je n'avais rien. Je suis même souffrant. On m'a pris sans rien. Je dis bien sans rien. Non, papa, il va au monsieur qui m'a pris. On m'a pris sans rien. Je dis bien sans rien. Je vous le jure. Je vous le jure. Voilà ceux qui m'ont pris. Je vous ai dit que c'est Rasta qui fournit à Bao. Moi, on m'a pris sans rien. Oui, Rasta en prison. C'est ce que je dis alors que moi, je ne fumais pas. Alors, on ne m'a pas pris avec des trucs. Moi, je viens à peine d'aménager à Makepe et Belavi chez ma tante qui vient de mourir. C'est la vérité. Oui, ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours que j'ai connu le pont Bao. Comme j'ai eu l'accident, je suis allé me faire masser là-bas. Et c'est de là où j'ai vu comment les gens sont assis. Et quand je suis venu aussi, je suis venu m'asseoir par rapport à mon traitement pour attendre mon docteur. C'est subitement la police est venue, la gendarmerie est venue. À l'origine de l'opération de gendarmerie, les nombreuses plaintes déposées à l'état-major de la compagnie Douala 2 de Ndogbong par les populations de l'arrondissement de Douala 5e. Dans le même temps, une autre enquête de la compagnie de Douala 2 a permis de mettre la main sur 60 kg de chanvre indien dissimulé dans des sacs de marchandises. Le conducteur de ce produit étant repris de justice. Habitant le quartier Kolmita Douala, il a de nouveau été appréhendé et devra répondre de ses actes devant la justice. En bref, à présent, des forces marines de la sous-région Afrique centrale, désormais opérationnelles pour coordonner des opérations d'intervention pour la sécurité maritime du golfe de Guinée. Pendant plusieurs semaines, des exercices militaires ont été effectués sur l'espace maritime du golfe de Guinée partagé par la Guinée équatoriale, le Cameroun et les forces marines d'autres pays de la sous-région
engagé dans ces exercices militaires multilatéraux sous la coordination des forces armées américaines qui coordonnent cet exercice baptisé au Bangané. Pour en savoir davantage sur les exercices militaires menés dans l'espace maritime, je vous propose d'écouter le capitaine Kinfak Ndormo, qui est commandant des forces de surface. Évaluer et tester l'interopérabilité entre les marines du Golfe de Guinée parties au cours de conduite de Yaoundé et renforcer la synergie interservices des administrations en charge de l'action de l'État en mer. Au regard des résultats que nous avons obtenus, nous pouvons estimer aujourd'hui que ces objectifs ont été largement atteints. Alors, in fine, la marine aura saisi cette opportunité, n'est-ce pas, pour renforcer la capacité de son personnel à mener les opérations et à lutter contre la crise maritime. Et bien entendu, nous avons également renforcé l'interaction entre toutes les administrations en charge de l'action militaire en mer. Le Premier ministre menace de traduire en conseil de discipline des agents de l'État présumés coupables de la divulgation des documents et informations confidentielles sur les réseaux sociaux. Philippe Moyon estime que cette diffusion récurrente des documents confidentiels est une atteinte grave à la sûreté de l'État. Le chef du gouvernement s'inquiète de l'ampleur que prend le phénomène sur Internet. Dans un communiqué rendu public après le conseil de cabinet, il rappelle aux ministres et agents de l'État l'obligation de discrétion professionnelle et de protection des documents secrets et confidentiels. Ce jeudi saint, la communauté chrétienne commémore l'institution du sacrement de l'Eucharistie, le lavement des pieds, qui est l'un des symboles du début du Triduum pascal. Vous allez le découvrir dans ce reportage de Steve Eboulet et Gladys Sidier, comment les chrétiens comptent célébrer cette passion du Christ. Reportage. Le jeudi saint marque l'entrée des chrétiens dans le Triduum pascal. C'est une étape importante dans la marche vers la résurrection du Christ. C'est en effet le jeudi saint que Jésus a pris son dernier repas avec ses apôtres en leur donnant comme recommandation de pérenniser son œuvre. On peut dire que ce jour, Jésus a ordonné ses premiers prêtres et il nous a laissé aussi le commandement de l'amour et du service, que nous soyons entre nous comme des frères qui s'aiment et qui se rendent service, qui prolonge son action dans le monde. L'Église a voulu aussi faire de cette journée la fête des prêtres dans la messe chrismale, parce que c'est pendant ces jours du Triduum que nous faisons mémoire de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Le jeudi saint est aussi marqué par le rite du lavement des pieds. Jésus, en lavant les pieds de ses disciples, transmet un message d'humilité. Ce rite sera accompli dans toutes les paroisses de nos diocèses et du monde entier. Ce rite, c'est Jésus qui l'a fait lorsqu'il s'approchait de sa passion. Ce rite constitue en fait un testament que Jésus laisse pour dire aux apôtres: j'ai été envoyé par le Père pour sauver le monde, je me suis abaissé jusqu'à obéir et à obéir jusqu'à la mort sur la croix. Alors moi, je suis venu comme serviteur. Et lui-même dit: je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. Les chrétiens observent depuis le mercredi de Cendre le carême, qui est un moment de privation, de prière et de partage. Pour accompagner le Christ dans sa passion, plusieurs chrétiens ont pris des résolutions. Nous sommes les femmes et nous connaissons que nous avons trop l'art de bavarder, de gronder, de faire le commérage. Donc voilà un peu les résolutions que nous avons prises, parce que nos pasteurs nous ont dit: ne vous attardez pas sur le manger. Prenez d'autres résolutions que de dire que nous n'allons pas manger de telle heure à telle heure, mais prenez des résolutions et tenez ferme. J'ai décidé de pratiquer la nouvelle évangélisation, c'est-à-dire à travers mon voisinage, à travers mon mouvement de dames apostoliques, dans ma paroisse, partout où je suis, faire du bien et du bien, la charité, le partage. Le carême prend fin au soir du jeudi saint.
Il est alors recommandé aux chrétiens de rester en prière dans le recueillement jusqu'à dimanche, jour de résurrection de Jésus-Christ. Un public reportage dans ce journal, la fondation Kadji de Fotso et l'Union camerounaise de brasserie soutiennent des femmes engagées dans des projets générateurs de revenus, des bourses de formation et d'autres appuis leur ont été octroyés. Reportage. Je suis Ngwaka Sipora Béatrice. Je fais partie de la première cohorte des bénéficiaires de UCB International Women's Scholarships. It's quite delicate to say it is not something for the women, but at this point and at this time, the women have to go into the field where they were not expected to go because the population of the world is increasing and the women are increasing too. So if we have to teach our children how to go about it, then we have to know it. Intensifier la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes, renforcer le partenariat pour le développement durable, c'est le thème qui a marqué la 33e édition de la Journée internationale de la femme. Hommage à cette célébration et surtout soucieuse de contribuer à l'émancipation des femmes au Cameroun et encore plus de démontrer sa solidarité en leur faveur, la Fondation Fouatoula Kadji de Fosso, en partenariat avec l'Union camerounaise de brasserie UCB, a lancé depuis le 23 février un concours offrant aux femmes la possibilité de gagner des bourses de formation professionnelle. UCB and the Kadji Foundation is giving an opportunity for you to realize our dreams. One of which I've realized, so I think if you venture into this, your dreams could be realized as well as you getting to meet different people with different backgrounds. So I just urge you guys to try your luck, take action in your ideas and see what comes out of it. Thanks to UCB and Kadji Foundation. D'un montant de 30 millions de francs CFA, ces fonds seront repartis entre les candidates âgées de 20 à 45 ans qui se seront démarquées de par leur dossier ou leur projet d'auto-entrepreneuriat. Bonne opportunité pour les femmes parce que déjà il n'est pas évident d'avoir des bourses ici au Cameroun pour faire des formations et surtout quand ces bourses sont spécialement faites pour nous les femmes. Là, ça montre vraiment qu'on donne la valeur aux femmes de faire dans tout ce qu'elles peuvent faire. Les femmes sont dans le domaine de l'énergie qui est un domaine porteur de demain, l'énergie renouvelable. C'est vraiment un grand plus pour nous les femmes de pouvoir faire cela et pouvoir montrer aux autres femmes que non, déjà avec UCB, avec cette opportunité que UCB, la Fondation Kadji nous donne, nous pouvons déjà être totalement pratiques. C'est le cas des énergies renouvelables et pourquoi pas demain être notre propre patron dans nos propres entreprises. Seuls les meilleurs seront sélectionnés, comme ce fut le cas à la première édition en 2017, édition au cours de laquelle une trentaine de jeunes Camerounaises ont bénéficié de cette magnifique opportunité offerte par la Fondation Fouatoula Kadji de Fosso. Mon projet qui est celui de la pisciculture intégrée à la porciculture, aussi c'est le temps. Dans les appâts, là, nous avons deux appâts dans lesquels nous avons les géniteurs dans l'autre et les laves. Dans les temps, nous avons déjà mis une centaine d'adhérents. Je ne vais cesser d'exprimer ma gratitude vis-à-vis de la Fondation Kadji de Fosso et UCB pour ce qu'ils ont fait pour moi. Certes, j'avais déjà ce rêve et un projet bien ficelé, mais grâce à UCB, j'ai pu réaliser. Ce que je peux donner, c'est de croire en ses rêves et de continuer à chercher les moyens et les opportunités pour pouvoir les réaliser. Les candidates seront sélectionnées sous la base de projets touchant des domaines innovateurs dans lesquels elles aimeraient entreprendre ou encore être formées, comme infirmières gérontologues, des secteurs porteurs à l'instar de la mécanique, la menuiserie métallique, le transit, l'hôtellerie, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'élevage, l'agriculture, les énergies renouvelables et l'électricité. Pour faire partie de cette belle aventure, il suffit juste de constituer un CV et de se rendre sur le site de l'entreprise citoyenne UCB, www.sa-ucb.com, de remplir le formulaire et postuler. Avec la Fondation Fouatoula Kadji de Fosso,
Chaque femme doit bâtir son autonomie. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur cette même antenne. Ne manquez pas l'émission Regard social, présentée ce soir par Eric Kwamo. Bonne soirée sur cette même antenne. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous écoutez vos prévisions météorologiques de ce vendredi 30 mars 2018. On commence tout de suite.